ensuite, les gens se demandaient si vraiment la Guinée avait une armée. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle quand vous écoutez les Occidentaux parler du G5, ils vous disent souvent il y a deux armées, la Mauritanie armée, le Tchad a une armée. Bon, bien sûr, il ne faut pas partir du... Mais les gens se demandaient si on a vraiment une armée. Et les gens ont vu. Et beaucoup de chefs d'État m'ont posé la question. Bon, la population ignorait même qu'on avait les forces spéciales. Donc aujourd'hui, il y a aussi, depuis 4 ans, l'armée s'est reconnue avec la population. Rappelez-vous, quand j'ai été à la fête de l'indépendance à Zéro, il y a eu des événements et les populations s'étaient réfugiées au camp. Je leur ai demandé publiquement, il y a 2 ans que vous réfugiez quand je dis jamais donc, il y avait déjà l'armée républicaine, il y avait déjà communé avec le peuple et ce défilé a permis davantage de renforcer la cohésion. Si vous voyez sur les réseaux sociaux, toutes les femmes là étaient amoureuses de Doumbouya. Malheureusement pour eux, il est marié. Etc. Donc c'était une surprise, non seulement pour les Guinéens, mais pour tout le monde. Parce que personne, on pensait que l'armée guinéenne n'était plus à la hauteur, etc. Donc aujourd'hui, l'armée a montré réellement que la Guinée a une véritable armée. Et je pense qu'aucun de vous ne savait qu'il y avait les forces spéciales. C'était très rassurant. Avant, c'était les bureaux rouges, qui faisaient la fierté. Je suis désolé pour vous. Hein. Doumbouya ne peut pas avoir 1000 femmes. Le palais présidentiel de Sékou Toureya, sur la presqu'île de Kaloum, à Conakry, était en principe entouré par un triple cordon de sécurité tenu par des éléments du bataillon autonome de sécurité présidentielle, BAESP, basé au camp Makambo, dans le quartier Boulbinet, à une poignée de kilomètres de là. Mais en ce début de matinée du dimanche 5 septembre, les petits détachements de bérets rouges qui gèrent les 3 checkpoints disposés le long de l'avenue qui mène jusqu'à la grille d'entrée du palais sommeillent encore. Les soldats du BAESP sont des fidèles du président. Certains d'entre eux proviennent des rangs du service d'ordre du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, au pouvoir, mais ils ne disposent ni de la formation ni de l'armement qui conviennent. Le général français Bruno Clément Bollet, qui a beaucoup œuvré à la restructuration de l'armée guinéenne demandée par Alpha Condé, estime que Sékou Toureya était l'un des palais les plus mal gardés d'Afrique de l'Ouest. Si on le compare avec le dispositif de protection du palais du Plateau à Abidjan, c'est le jour et la nuit, ajoute-t-il. Venu de sa base de Kaleya à Forécaria, en Basse-Guinée, à 85 km de là, à la tête d'une colonne d'une 50aine de camions et de pick-up armés de mitrailleuses 12,7 mm, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya fonce droit sur Kaloum, où il fait son entrée aux alentours de 8 h du matin. Il a engagé dans l'aventure la quasi-totalité du groupement des forces spéciales, GFS, soit 500 hommes environ, dont une partie, lourdement armée, prend position devant le camp Makambo pour bloquer toute sortie des renforts de la garde présidentielle, tandis que l'autre, dont l'unité spéciale 8602 entraînée par les Français et les Israéliens, se dirige sur Sékou Toureya avec l'appui-feu d'un blindé et de plusieurs mortiers. Rentré quelques jours plus tôt de Sardaigne, un séjour qui, il convient de le préciser, n'avait rien de médical, où il s'est rendu à l'invitation de son ami l'entrepreneur italo-érythréen Makonnen Asmaron, avec qui il a préparé la visite officielle à Conakry du président Haïsse Afwerki prévue pour le 9 septembre, Alpha Condé, insomniaque notoire, a fini par s'endormir aux premières lueurs de l'aube. Dans ce palais glacé construit par les Chinois à l'époque de Lansana Conté, cet homme de 83 ans vit seul. La première dame, Djoné Kaba, habite une autre résidence et son unique enfant, Mohamed, vit à San José, au Costa Rica. Au rez-de-chaussée et devant la baie vitrée qui sert de porte d'entrée, 5 ou 6 gardes du corps en civil tout au plus. À l'étage, son bureau et sa chambre. C'est là que le lieutenant-colonel Mamadou Alpha Kaloko, chef de corps du BAESP, qui s'est précipité à Sékou Toureya avec une poignée d'hommes dès les premiers coups de feu, vient le trouver pour l'informer de la situation. C'est là aussi qu'il sera pris. À l'extérieur, l'affrontement est bref mais meurtrier. Selon nos informations, une vingtaine de gardes présidentiels sont tués, dont le colonel Yemwaba Kamara,
commandant de la protection rapprochée du chef de l'État, ainsi qu'au moins 2 membres du GFS. Guidés par un transfuge du BAESP habitué des lieux, les putschistes font exploser la baie vitrée et se ruent dans l'escalier qui mène au premier étage. Ils plaquent Kaloko au sol, s'emparent du président, à qui ils passent des menottes après l'avoir menacé, « Si vous bougez, on tire », puis le font descendre dans un salon du rez-de-chaussée où ils le filment et le photographient, à la fois sonné, désemparé et tout de colère contenue. Ces images, qui rappellent celles du couple Gbagbo-Agar lors de sa capture en avril 2011, feront le tour du monde, tout comme celles, passablement dégradantes, d'un Alpha Condé exhibé par ses tombeurs à l'arrière d'un 4x4 roulant toutes vitres ouvertes à travers les rues de Conakry. Pendant ce temps, si l'on en croit un témoin qui a pu se rendre sur les lieux après les faits, le palais aurait été entièrement visité par les hommes de Doumbouya et nul doute que les sacs de cash qu'à l'instar de la plupart de ses homologues du continent Alpha Condé conservés dans sa chambre et son bureau n'ont pas dû échapper à leur convoitise. Un peu partout dans la capitale, mais particulièrement dans les quartiers acquis à l'opposition, des scènes de liesse succèdent à l'apparition des premières photos sur les téléphones portables. Avec leur corollaire prévisible, le ministère de la Communication, les sièges de la radio rurale, du journal gouvernemental Oroya et du désormais ex-parti au pouvoir, le RPG, ainsi que celui de la commission électorale sont attaqués et souvent vandalisés. L'espace de quelques heures, ce dimanche 5 septembre, le ministre de la Défense, Mohamed Diané, un très proche d'Alpha Condé, a cru en la possibilité d'une contre-attaque et d'une reprise du pouvoir grâce au régiment présumé fidèle de l'armée de terre, des parachutistes et de la gendarmerie. Mais l'arrestation du président et la diffusion immédiate des images sur les réseaux sociaux, stratégie 3.0 manifestement réfléchie à l'avance, a pris de court et comme tétanisé la haute hiérarchie militaire. L'un après l'autre, les camps de Conakry puis de l'intérieur du pays se sont ralliés au coup d'État et cela avec d'autant plus de facilité que Mamadi Doumbouya est un malinqué de Cancan, de la même ethnie que le président, que son ministre de la Défense et que la plupart des hauts gradés de l'armée. La ligne de clivage communautaire n'a donc joué aucun rôle. Des militaires guinéens qu'il a combattu pendant 25 ans au péril de sa vie et au nom de la démocratie. Alpha Condé était persuadé que son armée, réformée et professionnalisée pendant ses 2 premiers mandats, était pour l'essentiel devenue républicaine au sens strict du terme. « Je peux être tué par l'armée, mais elle ne peut pas me renverser », répétait-il. Prudent, il a toujours évité d'affronter les officiers supérieurs dont son fidèle Mohamed Diané lui signalait le comportement problématique, préférant les éloigner. Considérés comme des putschistes en puissance, les généraux Édouard Théa et surtout Aboubakar Sidiki Camara, alias Idi Amin, ont ainsi été envoyés comme ambassadeurs, le premier en Angola et le second à Cuba en janvier 2019. Ce mélange de certitude et de mansuétude est directement à l'origine de l'erreur de jugement, voire du quasi-aveuglement d'Alpha Condé à l'égard de Mamadi Doumbouya. Introduit en 2012 par le général de gendarmerie, Idi Amin, à l'époque directeur de cabinet du ministre de la Défense, qui semble être son mentor, sans que l'on sache depuis quand ils se connaissent, et le recommande, Doumbouya rencontre tout d'abord l'ambassadeur de Guinée à Paris, Amara Camara, à qui il affirme vouloir se mettre au service de son pays, avant d'être affecté à un poste d'instructeur au sein du BAESP, puis d'être reçu par le président lui-même à Conakry. Ce gaillard de 37 ans au CV opérationnel impeccable, Légion étrangère française, opérations extérieures en Afghanistan et en Côte d'Ivoire, stage commando en Israël, au Gabon et au Sénégal, plaît immédiatement à un président qui n'aime rien tant que de jeter son dévolu sur un nouveau talent,
quitte à tout faire pour le séduire, quitte aussi à s'en mordre les doigts parce qu'il aura refusé jusqu'au bout de se déjuger. Et puis, ce sous-officier sociable et respectueux, marié à une Française, est un malinqué comme lui, un enfant de cancan. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Entiché de sa trouvaille, Alpha Condé envoie Doumbouya suivre en accéléré des cours à l'école de guerre de Paris. Il a un projet précis, cette force spéciale en voie de constitution est destinée à sécuriser les frontières nord de la Guinée contre les incursions djihadistes, c'est à l'ancien légionnaire qu'il veut la confier. De retour à Conakry, Mamadi Doumbouya bénéficie d'une ascension météoritique. Capitaine, commandant puis lieutenant-colonel en l'espace de 2 ans. Le 2 octobre 2018, quand les hommes du GFS défilent encagoulés dans le stade du 28 septembre lors du 60e anniversaire de l'indépendance, à la cadence ultra-lente des forces spéciales, 28 pas par minute, les Guinéens sont admiratifs et Alpha Condé ne cache pas sa fierté lorsqu'un de ses invités, le président congolais Denis Sassou Nguesso, ancien officier parachutiste, se penche à son oreille et lui murmure « Tu as tout ça ». Condé partage aussitôt les images du spectacle à ses amis depuis ses 4 ou 5 téléphones portables. Quelques jours plus tard, sur un plateau de la télévision guinéenne, il s'exclame en riant « Vous les avez vus ». Toutes les femmes sont tombées amoureuses de Doumbouya. Malheureusement pour elle, il est déjà marié. Dès lors, comment s'étonner si, pendant des mois, le président préfère ignorer les notes blanches de ses services de renseignement, lesquels lui rapportent les propos présumés de cet officier très populaire au sein de sa troupe. Certaines de ces fiches sont anecdotiques, on l'aurait entendu se plaindre dans un supermarché de la piètre qualité des vins importés. D'autres sont plus inquiétantes, quand elles relatant des phrases critiques sur la gouvernance, tenue par l'intéressé dans un établissement de Conakry habituellement fréquenté par les membres du contingent guinéen de la MINUSMA au Mali lors de leur séjour en permission, ainsi que le dédain affiché par le chef des forces spéciales pour les capacités opérationnelles de l'armée, ordinaire. Toute pointe sa filiation avec le général, Idi Amin, tenu en haute suspicion dans son exil diplomatique cubain, ainsi que le risque de voir le GFS devenir l'unité la mieux armée des forces de défense. À partir d'avril 2020, la mésentente entre le lieutenant-colonel Doumbouya et Mohamed Diané alimente les rumeurs de la presse. À l'approche de l'élection présidentielle, dans un climat particulièrement tendu, le premier refuse la délocalisation prévue de la base des forces spéciales de Conakry à Kaleya, non loin de Forêt-Karia. Il exige que son unité demeure dans la capitale, afin, dit-il, d'être en mesure d'y sécuriser le scrutin. Diané, qui trouve cette insistance suspecte, demande au président de trancher. Alpha Condé accepte la délocalisation, mais concède à Doumbouya le maintien d'une antenne des forces spéciales à Kaloum, proche du jardin du 12 octobre et du palais du peuple. Ironie du sort, c'est là où, selon nos informations, il serait aujourd'hui détenu. Le chef de l'État se laisse également convaincre de la nécessité de renforcer sa garde personnelle. Début 2021, une centaine de jeunes sont envoyés en formation au camp de Soronconi près de Cancan, sous la houlette d'instructeurs turcs envoyés par son ami le président Erdogan. Mais il se refuse encore à écarter Doumbouya, incapable d'imaginer que ce dernier puisse tenter quoi que ce soit contre celui à qui l'ancien caporal-chef de la Légion doit ses 5 galons de lieutenant-colonel. De passage à Conakry il y a moins de 2 mois, Bruno Clément Bollet parle de l'atmosphère étrange qui y régnait, je n'avais jamais vu le climat politique aussi calme, aussi atone. Et en même temps, tous les initiés s'interrogeaient sur les intentions des forces spéciales et de leur chef.
de principe de la communauté internationale et de l'inquiétude sur son sort exprimée par les présidents ivoiriens, togolais, congolais, ou par son ancien camarade de l'internationale socialiste Antonio Gutiérrez SSE, nul n'a exigé explicitement le retour immédiat de l'ordre constitutionnel et celui d'Alpha Condé au pouvoir. Si les médias francophones ont couvert l'événement, leurs homologues anglophones se sont avant tout intéressés au décuplement consécutif du prix de la bauxite, dont la Guinée est le premier producteur mondial. C'est que, dans la région et ailleurs, ce panafricain complexe au caractère difficile n'avait guère d'amis ou en tout cas trop lointain pour intervenir. Qu'aurait pu faire pour lui l'Angolais Lourenço, le Sud-Africain Raymond Fosse ou l'Érythréen Afwerki? En quoi le Turc Erdogan, le Chinois Xi Jinping ou le Russe Poutine pouvaient s'opposer au coup d'État? Sans parler du Français Emmanuel Macron, avec qui il était en froid depuis que ce dernier avait critiqué son troisième mandat. À ce relatif isolement s'ajoutaient tous les défauts d'une gouvernance solitaire. Cet adepte du micro-management avait fini par tout concentrer entre ses mains, écoutant peu et contrôlant tout, ne faisant en réalité confiance qu'à lui-même, obsédé par le devenir d'une Guinée qu'il avait chevillée au corps et dont il emportait la terre à la semelle de ses chaussures à chacun de ses déplacements hors de son pays. Sous les eaux dormantes décrites par Clément Bollet, des courants s'agitaient et la tension était vive à l'intérieur même du camp au pouvoir. La rupture entre Alpha Condé et son premier ministre, le très ambitieux Kesseuil Fofana, était ainsi donnée pour imminente. Quant aux chefs de l'armée et de la gendarmerie, les généraux Némeuil Traoré et Ibrahima Baldé, dont le silence et l'inaction lors du coup d'État posent question, ils ne cachaient pas leur mécontentement face aux mesures d'austérité budgétaire affectant l'état-major, exigeant notamment le renouvellement de leurs véhicules de fonction. Conscient de cette grogne, Alpha Condé s'était promis d'y remédier. Le 4 septembre au soir, veille du putsch, lors d'un dîner pris avec quelques invités étrangers à Sékou Touré, entre une explication de son programme de logement pour tous et une dissertation sur sa vision de la Guinée, deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2030, le président avait eu cette phrase « Je vais desserrer le budget de l'armée, inutile de se créer des problèmes ». Ce qu'il ignorait c'est qu'à ce moment-là, des éléments précurseurs de Mamadi Doumbouya avaient déjà pris position aux alentours et au sein même de l'hôtel Kaloum, vaste complexe 4 étoiles construit par les Chinois et inauguré en octobre 2018, à quelques centaines de mètres du palais. Le lieutenant-colonel Doumbouya a-t-il agi parce qu'il sentait l'étau se resserrer autour de lui? Et surtout, a-t-il agi seul ou sous influence? Dans un pays encore très fortement marqué par les appartenances communautaires, le fait qu'il soit malinqué, comme 90% de ses hommes, explique en partie l'absence de réaction des partisans d'Alpha Condé et de son parti. C'est le troisième coup d'État réussi dans l'histoire de la Guinée après ceux de Lansana Conté et de Moussa Dadi Camara. Comme à chaque fois, les prisons s'ouvrent et la foule applaudit. Reste à connaître la suite qui, comme on le sait, a souvent tendance à se solder par un désastre politique et économique tant il est évident que les militaires guinéens au pouvoir se sont toujours servis au lieu de servir. Quant à Alpha Condé, dont c'est là la deuxième arrestation par l'armée après celle de 1998, qui lui valut de croupir 2 années et demie en prison, son avenir s'écrit en pointillé. Si l'on attend du nouvel homme fort de Conakry qu'il garantisse au minimum son intégrité physique, l'option de l'exil n'est pas encore ouverte. Où irait-il, d'ailleurs, ce vieux lutteur qui ne possède pour tout bien à l'étranger qu'un petit appartement place d'Italie à Paris, acquis alors qu'il était encore opposant? Là où il est détenu aujourd'hui, on l'imagine à la fois profondément blessé dans son orgueil, anéanti par les trahisons et déterminé à maintenir à flot cette forme de dignité cassante et autoritaire qui lui a toujours servi de boussole, quitte à ce que cette dernière le mène dans une impasse. Le temps de l'autocritique viendra plus tard. Chers amis, vous êtes plus d'1 million à me suivre sur Facebook. Nous avons fait beaucoup comme vous voyez. Et il nous reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes certains que tous les défis, nous allons les relever. Surtout, la Guinée sera au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. Et beaucoup de jeunes Guinéens aujourd'hui sont des entrepreneurs et nous avons l'intention d'ici 3 ans de créer 100 000 nouveaux entrepreneurs. Félicitations et je vous accompagne et vous m'accompagnez. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.